donc je m'appelle Alain Canard, évidemment enseignant en zoologie. Je représente un groupe d'enseignants-chercheurs de Rennes et de Rennes 1 et de Brest. Alors le titre peut paraître un peu énigmatique parce que tout le monde a entendu parler de la baie du Mont-Saint-Michel, voire du Mont-Saint-Michel. Et on pourrait penser que ce site très très particulier est bien protégé et a une bonne gestion. Et justement, on est obligé d'intervenir pour essayer de modifier cet aspect des choses. Alors, 2 à 3 millions de visiteurs par an, une économie touristique et florissante. Ouais, lapsus gênant. C'est le premier site national en dehors de la région parisienne. Alors, en 1979, le mont et sa baie sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on peut se dire, bon, ça y est, c'est gagné. C'est ce qu'on a cru à un moment, et en fait, c'est pas complètement le cas. Alors, si on regarde la délimitation de l'UNESCO, vous avez donc le bien qui est en foncé et puis la zone tampon qui est autour. Donc on se dit ça prend pratiquement toute la baie, donc c'est quasiment gagné. Ça a été remis en cause à un moment parce qu'on a voulu implanter des éoliennes que vous voyez juste devant le mont là. Donc ça a été la panique. Est-ce qu'on peut garder un site de l'UNESCO avec des éoliennes ? Et puis on s'est dit, non, c'est pas possible. Donc on a empêché les éoliennes de pouvoir s'implanter. Et comme vous le voyez, on a essayé à l'époque de redélimiter la zone de protection qui est paysagère. Là, ça se voit pas, mais tout ce que vous voyez là, ces doigts qui partent à droite et à gauche, ce sont des creux. Donc c'est une approche paysagère et qui n'a rien effectivement de naturel ou autre, si ce n'est le paysage à une certaine hauteur. Et puis, on s'est rendu compte que le Mont-Saint-Michel s'ensablait, et ça allait être terrible, puisque de toute façon, il allait être rattaché à la terre. Alors, SOS pour le Mont-Saint-Michel. Il y a un syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel, avec, vous voyez, les collectivités territoriales. Alors, vous le savez certainement, le Mont-Saint-Michel, on considère qu'il est en Normandie, alors qu'en fait, il est breton, mais bon, ça, c'est un autre problème. Tiens, y aurait-il des Normands dans la salle? Donc, il y a eu un certain nombre de collectivités territoriales qui sont impliquées, bien évidemment, dans ce projet-là, pour essayer, justement, de faire quelque chose. Alors, c'est un très, très gros projet, avec des études, évidemment, d'ingénierie, d'hydraulique, etc. Et puis l'idée, c'était, on va faire un barrage sur la rivière ou le fleuve qui arrive, le Couesnon, et puis on va lâcher l'eau de temps en temps, et cette eau mêlée à celle de la marée va permettre de désensabler progressivement le Mont-Saint-Michel. Donc c'est des choses que vous devez connaître, je suppose. Alors il y a tout un calendrier des travaux, ça a commencé vers les années 2005 à peu près, les études en tout cas. Là, voilà les études, les travaux qui ont été envisagés, qui sont réalisés maintenant. Donc, un aménagement en amont du Couesnon. Alors, ça va très loin. Là, tant pis pour les Normands. L'idée, c'était de creuser un canal aussi. Alors, vous voyez le côté pervers. C'est un Breton qui a proposé. Donc, vous voyez, il y a une partie qui va vers la droite, une partie qui va vers la gauche. Donc le mont, de toute façon, il va être au milieu, entre la Normandie et la Bretagne. Peut-être qu'un jour, ça pourrait finalement peut-être se couper, enfin je sais pas, on verra. Mais peut-être que le mont va être à nouveau breton. Il y a une passerelle, une gigantesque passerelle qui permet justement d'amener les visiteurs. Il n'y a plus la route, on l'a retirée. Donc, tout baigne, comme on pourrait dire. Mais en fait, les enjeux ciblés pour ce projet sont principalement financiers. Alors, hôtel, location, bien évidemment, restaurant, bien évidemment, commerce. Vous savez, les choses indispensables comme ces petites parties en verre, là, où
quand on le retourne, ça fait de la neige qui retombe, que chacun a chez soi, hein, au bord de son lit. Même les Normands, je parie. Non. Alors de temps en temps, on parle aussi un peu de culture. Alors on peut se dire que tous ces résultats, grâce au désensablement, sont très bons. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a une baisse de fréquentation du monde pour des raisons économiques, parce qu'il faut payer pour aller en voiture, pour garer sa voiture, il y a un certain nombre de petits problèmes. Des mauvaises langues diraient même qu'il y a eu un certain nombre d'accommodations entre certains professionnels et puis les collectivités territoriales. Mais enfin, bon, ce qui nous concerne, en fait, c'est que la baie du Mont-Saint-Michel, comme vous voyez, elle est très vaste. Et contrairement à ce qu'il y a dans le projet UNESCO, elle ne se limite pas réellement au Mont-Saint-Michel et puis à la petite baie. En gros, tout ce qui est impacté par c'est ça. Or, tout le reste, c'est une zone naturelle gigantesque qui a été remaniée par les hommes pendant des siècles et des siècles. Et on va voir que c'est cet aspect-là que nous, on va essayer de promouvoir. Alors, vous connaissez bien évidemment le côté zone intertidale, c'est les plus grandes marées d'Europe, 14-15 mètres. Cette zone intertidale est très importante. Vous avez aussi un certain nombre de marais, qui sont ce qui est en vert, là, qui sont aussi très importants, on va en reparler aussi pour la production de matière organique. Il y a des polders, pour certains très anciens, qui datent du Moyen-Âge, pour d'autres beaucoup plus récents, qui ont été faits, disons, au 19e, au 20e siècle, et qui, actuellement, créent un certain nombre de problèmes, du moins, on ne sait même pas. Alors, revenons sur chaque zone. La zone intertidale, vous savez qu'il y a effectivement énormément d'aquaculture, il y a de la mytiliculture, il y a de l'ostréiculture. Donc, toute nourriture qui rentre dans la baie est fondamentale pour son fonctionnement. Et d'où vient cette nourriture? Ben justement, on ne sait pas trop. On sait qu'il y a un certain temps, le marais salé, que vous savez être une des zones les plus productives, plus que les forêts, produisait donc un certain nombre de tonnes de matière organique qui descend dans l'eau et qui va nourrir en partie le plancton, à même titre que les remontées par la mer de matière organique et d'éléments minéraux permettent, c'est le pooling, permettent aussi de nourrir ce plancton. Donc ça, c'est une étude de 1994 qui matérialise un peu ces quantités. Il n'y en a pas eu depuis. Et tout ce qu'on sait depuis, c'est que une espèce autochtone, qui s'est développée en liaison avec les polders, justement, qui sont très azotés. Et cette espèce que vous voyez en jaune, qui était rare, est devenue quasiment dominante dans tous les hauts marais. Le problème, c'est que les espèces qui permettaient d'avoir de la matière organique en mer, comme les cuccinelles, etc., eh bien, disparaissent. Donc il est plus que probable que la quantité de matière organique qui va en baie est pratiquement, pas disparue, mais pratiquement réduite à très peu de choses. Alors heureusement, et ça on ne sait pas la part de cette matière organique qui vient d'ailleurs, vous savez qu'il y a une eutrophisation gigantesque des marais, enfin de la mer, dans la mesure où les algues que nous faisons, nous faisons tous des efforts pour que les algues se développent, avec tout ce qu'on va mettre en phosphore, chaque fois qu'on se lave, à chaque fois qu'on met de la lessive, etc. Tout ça, c'est pour nourrir les algues. Je ne sais pas, vous devez le faire comme moi, de façon à ce que ces algues puissent se développer, donner de la matière organique, et cette matière organique, elle aussi joue. Donc, peut-être que la matière organique ne vient plus des marais salés, mais elle vient peut-être aussi de cette eutrophisation de la mer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas précisément, on ne sait pas dans quelle mesure. Or, les enjeux économiques sont gigantesques.
mytiliculture, ostréiculture, ben, elles sont pactées comme autres. Pour ce qui est du marais salé, alors vous avez aussi, alors là, le chiendent s'y développe bien, il y a beaucoup de moutons, c'est plutôt extensif, mais justement, est-ce que le chiendent et les moutons ont des implications? Ben, on ne sait pas encore non plus. Il y a des étrépages qui ont été essayés pour voir si on pouvait jouer sur la disparition du chiendent. C'est un peu expérimental, il n'y a pas de résultats vraiment probants. Alors là, c'est aussi la zone en arrière, donc derrière les digues. Donc ces digues sont, vous voyez le type de culture, hein, au moins pour les digues les plus récentes, enfin derrière les digues les plus récentes, ce sont des polders où on arrive à faire plusieurs rotations de culture par an, donc qui sont bien nourris de façon à ce que tout se passe bien pour la culture. Mais bien évidemment, l'azote, le phosphore qui en résulte partent dans les canaux et nourrissent et aident au développement du chiendent. Alors par rapport à la définition territoriale du bien par l'UNESCO, l'ensemble naturel est assez différent. Il n'est pas seulement paysager, il devrait être bien sûr sur les bassins, hein, les bassins de principalement trois rivières, hein, la Cé, la Célune et le Couesnon. C'est là où on va y trouver aussi les zones de repos des oiseaux aquatiques qu'on va trouver dans la baie, hein, sur des zones, des lacs et des étangs qui sont en amont. Alors, totalement indépendamment de l'UNESCO, il y a un certain nombre de zones de protection qui se recoupent. Hein, j'ai mis les principales là. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses, sauf que l'UNESCO ne les prend jamais en compte. Quant aux activités de loisirs, vous voyez, pêche à quai, randonnée, char à voile, chasse, course pédestre, ça manque pas, il y en a partout. Avec évidemment un certain nombre de conflits d'intérêts dans la mesure où c'est complètement sauvage comme activité. Donc, en résumé, l'UNESCO qui impose depuis 2007 que tous ces sites aient un plan de gestion, il se trouve qu'il n'y en a pas sur la baie du Mont-Saint-Michel. Alors on se dit chic, on va pouvoir introduire justement cette zone naturelle dans le plan de gestion, mais manque de chance en fait, apparemment l'administration prévoit de mettre tous les acteurs territoriaux actuels avec un bureau d'études de façon à reproduire ce qu'on avait vu pour le désensablement de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc en fait, on pourrait se dire en naturaliste un peu, il serait souhaitable d'élargir un plan en tenant compte du patrimoine naturel, en tenant compte de la qualité de l'eau, donc c'est les bassins versants, en tenant compte des activités professionnelles pas immédiates et pas seulement de tourisme, c'est-à-dire les moutons de présalé, l'ostréiculture, etc. Et puis, les activités de loisirs en baie, la chasse ou autre, il faut les prendre en compte aussi. Oui, puisque avec quelques-uns de vos collègues, beaucoup parlent du principe que de toute manière, l'ensablement est inévitable. C'est le processus naturel. Je ne polémiquerai pas là-dessus, dans la mesure où certains le disent, oui. Le problème qui se pose pour le moment, c'est que le désensablement est au moins partiel, et l'action de la rivière du Couesnon sur les sédiments qui sont proches de la baie, on ne sait pas jusqu'où ça descend. Et les mytiliculteurs s'inquiètent aussi parce qu'ils voient apparaître des sédiments qui n'étaient pas là avant et qui leur posent quelques problèmes. Donc il y a peut-être un certain hiatus entre, disons, les études hydrauliques qu'on peut faire sur des maquettes et puis ce qu'il y a réellement dans la baie. Par contre, le réchauffement climatique, la montée de l'eau, la montée de niveau des mers va jouer d'une certaine façon, et a priori ça pourrait jouer dans le cadre du désensablement.
mais c'est pas ce qu'on constate. Donc j'ai l'impression que, enfin moi j'ai pas la, mais il y a une polémique entre spécialistes effectivement pour dire bah on a mis quand même 200 millions pour arriver à faire quelque chose de, disons, d'intéressant, et peut-être que finalement on n'arrivera pas à désensaler réellement la baie. Ouais, mais j'en sais rien vraiment. Oui, s'il y a plan de gestion, est-ce que ces plans de gestion sont soumis à l'avis des CSRPN, des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel? Ce serait peut-être intéressant qu'ils le soient. Je crois pas. S'ils ne sont pas de droit, je suis président de celui de Normandie, je peux prendre contact avec mon collègue de Bretagne et faire en sorte qu'on ait une auto-saisine et qu'on donne quand même un avis, même si on nous Et on peut toujours faire une auto-saisine, de toute façon. Ce qu'il y a, c'est que ça passera pas, effectivement, par les CSRPN. Mais de toute façon, c'est même pas... Les CSRPN peuvent faire une auto-saisine. Oui, mais... Et on peut donner quand même un avis au président de la région. On va pas s'embêter. Ouais, non mais c'est sûr. D'autant plus que dans les régions, ils vont être d'accord pour suivre. Le problème qui, à mon avis, c'est le circuit administratif, parce que le CSRPN, c'est en liaison surtout avec la région, le préfet de région, etc. Et on ne lui demande pas son avis au préfet de région. C'est peut-être là où il y a un problème. Si on ne lui demande pas son avis, bon, nous, on peut dire en CSRPN, bon, bah, on trouve qu'il y a des problèmes, que ci, que ça. Mais si on ne lui demande pas son avis, bah... Quelle est la portée juridique d'un plan de gestion d'un site comme ça inscrit au patrimoine de l'UNESCO? C'est uniquement pour l'UNESCO. Hein. Est-ce que c'est pas opposable au tiers? C'est opposable à qui, ce plan de gestion? Je ne crois pas de toute façon qu'il ait des implications de ce type-là. En fait, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre procédure. Ce qu'il y a, c'est que c'est nous, dans notre tête, on se dit, ah bah si, il y a un plan de gestion. C'est peut-être le côté naturaliste qui fait dire, ah, un plan de gestion, ça doit être... Or là, on ne tient pas compte du patrimoine naturel, quoi. C'est vrai que c'est deux démarches. Il ne faut pas croire que finalement, la démarche UNESCO sauvera quelque chose, quoi. Enfin bon, on y travaille. Une autre question.